Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 18 novembre. À Tours, début de la procédure judiciaire autour du fameux emprunt toxique. La mairie de Tours devrait normalement trouver près de 15 millions d'euros en 2 ans. Comment en est-on arrivé là? Nous ferons le point dans ce journal. 200 collégiens d'Indre-et-Loire jouent les coupables devant des avocats. Nous avons suivi la reconstitution d'une audience d'un tribunal pour enfants ce matin au centre de vie du Sanitas. Et puis dans un quart d'heure, à présent, coup d'envoi du match TVB Perugia au Palais des Sports de Tours. Mauricio Pes, l'entraîneur, attend le réveil de son équipe. Bonsoir à tous. Près de 15 millions d'euros en 2 ans. Voilà ce que la mairie de Tours devrait payer. En 2012, la municipalité a attaqué la filiale du Crédit Agricole au sujet de ce fameux emprunt toxique. Responsable de l'endettement de la ville, la procédure judiciaire commençait aujourd'hui. Et si la mairie se dirige vraisemblablement vers une médiation judiciaire, on s'intéresse ce soir aux causes. Comment en est-on arrivant là? On fait le point avec Florent Carrière. On pourrait presque dire que la municipalité de l'époque a joué l'argent du contribuable turon en bourse. Pour alléger les intérêts de sa dette, elle décide alors de souscrire des produits financiers, les fameux swaps. L'un d'entre eux se révélera particulièrement dangereux. Un produit complexe et pervers pour 20 millions d'euros signé en novembre 2006. 20 millions, une somme que la mairie ne touche pas, mais sur laquelle sont appliqués des taux. L'un, ici en vert, permettant de calculer les gains financiers pour la ville. L'autre, ici en rouge, déterminant ce que la ville doit payer à l'organisme financier. Bien sûr, tout cela avec des taux variables, à l'exception des 3 premières années. Pendant 3 ans, elle ne payait qu'un taux fixe. Donc il a été en fait positif pendant les 3 années où la ville a payé un taux fixe et a reçu un taux variable. Sur ces 3 années, elle a gagné sur ces 20 millions d'euros 700 000 euros. Le produit est devenu déficitaire dès l'année 2010. Fin 2012, lorsque la municipalité précédente a enfin, à mon sens, décidé de lancer une procédure judiciaire contre la banque, la ville avait déjà payé 4 250 000 euros. Une somme qui ne cessera d'augmenter tous les ans suivant l'application des taux toujours plus importants. 8% en 2010, 12% en 2011 pour atteindre 27% à la fin 2014 et suivant les projections peut-être même 41% en 2016 lorsque le contrat s'arrêtera. De l'autre côté, les gains pour la ville ont largement diminué. Conséquence, la note pour 2015-2016 pourrait s'élever à 15 millions d'euros. Au final, le coût de ce produit pour Tours, 28 millions d'euros estimés. Pour l'adjointe aux finances, l'équipe de l'époque a joué avec le feu. Oui, elle savait, c'était dans le produit, que le taux ne cesserait de varier. Et la formule était telle, dès lors qu'on était en capacité, et pour ça je pense qu'il fallait vouloir se faire aider, de comprendre le fonctionnement de la formule. Il y a un système de tunnel, sans rentrer dans les détails, ce qu'on appelle le produit snowball ou à coussinet. Ce qui fait qu'une fois qu'on est sorti de ce tunnel, on ne peut plus jamais y revenir. Donc ce produit devenait nécessairement de pire en pire. Il n'y avait aucun retour en arrière possible et aucun retour vers le positif. Fort heureusement, les 9 autres swaps contractés par la ville et beaucoup moins dangereux se sont tous révélés positifs. Ils viennent de se clore. Quant à notre produit ultra toxique, depuis 2012, date à laquelle la mairie a attaqué la filiale du Crédit Agricole en justice, seule une partie des intérêts est payée, la partie correspondant au taux d'origine 2,83%. Le reste est provisionné sur un compte à la Caisse des dépôts. Une médiation judiciaire pourrait mettre fin à cette gabegie financière. Et j'ajoute que lors de ce conseil municipal hier soir, les orientations budgétaires votées en janvier et puis le budget du vote aura lieu, lui, en mars. Environ 1 700 000 euros, c'est le coût prévisionnel estimé pour la réfection de la basilique Saint-Martin, réfection du dôme et de la statue de Saint-Martin notamment. Tout doit être prêt pour les 1700 ans de la naissance. Célébrée en 2016, la mairie lance ainsi une souscription publique au-delà des frontières tourangelles. Écoutez le maire. Font appel par une souscription publique à chacun des Tourangeaux qui voudront participer à la réfection de la basilique. Mais cet appel sera fait au niveau national et international. Là, j'attendais évidemment la décision du Conseil de ce soir pour mettre en route dès demain l'opération de souscription.
Accidents sur les routes, des chiffres encourageants pour le mois d'octobre. Après les mois de juillet, août, septembre particulièrement mauvais sur les routes d'Indre-et-Loire. La situation s'est améliorée en octobre avec aucun tué, moins de blessés, mais tout de même 77 accidents, essentiellement, vous le voyez, en agglomération. En revanche, depuis le début de l'année, 32 personnes ont perdu la vie sur les routes du département et près de 700 personnes ont été blessées. Les avocats ne décolèrent pas. Ils étaient environ 70 à manifester aujourd'hui. Pas de journée justice morte cette fois-ci, mais des gestes symboliques forts pour les avocats qui ont d'abord déposé une robe sur la grille de la préfecture, puis un linge noir au palais de justice. Les avocats en colère contre la réforme du financement juridictionnel, mais qui s'insurgent également contre le projet de réforme des professions réglementées d'Emmanuel Macron. Nous en parlerons ce soir avec le bâtonnier de Tours, Guillaume Bardon. Il est l'invité de la rédaction ce soir. Puis place à une actualité plus légère autour de la justice. À Tours ce matin, au centre de vie du Sanitas, la reconstitution d'une audience d'un tribunal pour enfants. 200 collégiens d'Indre-et-Loire sont venus participer, encadrés par des avocats. Entre improvisation et verdict, c'est aussi l'occasion pour eux d'apprendre à être responsables de leurs actes. Le reportage d'Anaïs Michaud. Vous venez à la barre, s'il vous plaît. Il vous est reproché, monsieur, d'avoir commis des faits de violence volontaire en réunion. Heureusement pour Wahid, rien de cela n'est vrai. Il s'agit d'une reconstitution d'audience d'un tribunal pour enfants. La cour est composée de professionnels. Le prévenu et la victime sont eux des élèves de 4e qui ont accepté de jouer le jeu. Une initiative lancée il y a 6 ans. Au départ, notre vrai but, c'était de faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant. Et par le biais du tribunal pour enfants, c'était un bon moyen parce que c'était assez ludique, ça faisait participer les jeunes. Et puis à l'occasion d'un procès, les jeunes posent 1000 questions qui les concernent dans la société, qui les concernent personnellement. Le procès, lui, se déroule tout comme un vrai. Les élèves se lèvent à l'entrée et à la sortie de la cour. Les uns et les autres sont appelés successivement à la barre. Vous n'aviez pas dit ça au préalable. Donc d'où est-ce que ça sort, ces moqueries? Je sais pas. Devoir s'expliquer, une expérience éprouvante pour celui qui joue le prévenu. On ressent quelque chose, c'est dur à expliquer, c'est dur de se défendre. Et que ça donne une mauvaise image de nous. Mais Wahid n'est pas au bout de ses peines, puisque vient le tour de la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, suivi de près des réquisitions du procureur de la République. Les regrets, monsieur Wahid, ça se fait les yeux dans les yeux. Ça se fait avec un air contrit, tout au moins. Et ça se fait avec le cœur. Ce n'était pas le cas. Donc je requiers aujourd'hui 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple. L'avocat de la défense aura beau affirmer que les excuses de son client étaient sincères, le verdict est sans appel. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Bilan pour les jeunes, un moment ludique qui permet de casser quelques préjugés. Ça avait l'air réel et par rapport à ce qu'on a à la télé, c'est pas vraiment pareil. Il n'y avait pas de jury et ça m'a quand même plu. Très souvent, ils sous-estiment la gravité de ce qu'ils ont fait, de l'acte commis, mais également la gravité de ce qu'ils encourent. En 6 ans, 3000 élèves ont participé à ces reconstitutions, un moyen de s'éduquer à la citoyenneté, loin de la salle de cours d'éducation civique. Training Job Dating, les étudiants s'entraînent toute cette semaine dans le cadre de la semaine de l'insertion professionnelle, à savoir réagir lors d'un entretien. Face à eux, des recruteurs qui leur donnent clés et astuces pour se démarquer lors du sacro-saint entretien d'embauche. Romain Delville. Après le job dating, le training job dating, l'entraînement et la préparation à un entretien de recrutement. Proposé aux étudiants et aux jeunes diplômés de l'université François Rabelais, c'est une simulation avec des recruteurs bienveillants et pédagogues. On voit des personnes qui sont extrêmement structurées, préparées, qui savent exactement quels sont les attendus en fait, des entreprises lorsqu'on doit venir en entretien de recrutement. Et d'autres personnes qui sont un peu moins préparées, qui ont que leur regard en fait, côté candidat et un peu moins côté attendu côté entreprise. Après l'expérience de l'enseignement théorique, après les stages en entreprise, ce type de simulation, c'est un nouveau pas vers l'emploi. On est toujours dans la théorie avec les cours, mais au final jamais vraiment dans la pratique pour ce qui est de concrètement trouver un emploi. Donc même si on a déjà fait des stages au cours de notre année scolaire, on n'est quand même pas très entraîné à passer des entretiens. Cathy Péris est une jeune diplômée.
Licence d'histoire, master d'histoire, elle est sortie l'an dernier de la jeune formation Master Pro Patrimoine culturel immatériel. Et le training job dating, c'est l'occasion de rôder sa présentation. Ce qu'on attend de moi, c'est de se montrer motivée et rigoureuse. Donc voilà, de savoir valoriser ses compétences. De surtout pas partir défaitiste quand on postule à un poste, il faut vraiment y croire. Croire en ses capacités pour intégrer le monde professionnel, c'est l'idée que l'université tente d'instiller à ses étudiants, tout en créant un lien avec les entreprises. Il y a une quinzaine d'années, ça n'était pas évident, on était chacun de notre côté. Et puis petit à petit, on a encouragé ces rencontres, chacun a fait des pas vers l'autre et aujourd'hui on travaille ensemble. Et toute cette semaine de l'insertion professionnelle, à travers des conférences, des débats, l'université François Rabelais et les entreprises Tourangelle travaillent ensemble pour les étudiants et pour l'avenir. Mauricio Paes attend le réveil de son équipe. Dans 3 minutes maintenant, coup d'envoi du match TVB Perugia au Palais des Sports de Tours. Coupe d'Europe ce soir. Les Italiens y participent certes pour la première fois, mais l'équipe est sérieusement prétendante au titre. Les enjeux du match avec Thomas Blanc. Tours Perugia, deuxième match de Coupe d'Europe, mais déjà décisif pour l'avenir du club tourangeau. On vous explique pourquoi. En championnat, Tours vit un début de saison compliqué. 4 victoires pour 3 défaites, avec une dernière en date des plus difficiles à avaler. Si la contre-performance 3-0 contre 7 est rude, c'est davantage le visage affiché par les tourangeaux qui inquiète. Alors oui, le TVB a joué 5 matchs en 18 jours, soit presque un match tous les 3 jours, mais le TVB se doit d'être à la hauteur d'un champion de France en titre. D'abord pour faire oublier leur premier faux pas en Coupe d'Europe, c'était contre les Belges de Maaseik, mais aussi pour récompenser les supporters, nombreux à se déplacer à Grenon depuis le début de saison. Donc pour ça, on voit bien une victoire orgueilleuse du TVB. Mais mercredi soir, la tâche sera loin d'être évidente. Perugia, c'est un novice en Champions League, mais un novice à l'étoffe d'un futur champion. Déjà vainqueur contre la solide équipe turque d'Ankara 3-7-1 lors de leur premier match, Perugia n'est autre que le finaliste du dernier championnat italien. Et un finaliste logique au vu de l'effectif. Le pointu numéro 14, Antonio Sevic, c'est un jeune joueur de talent qui est en train de devenir un des meilleurs au monde. Sinon, il est déjà dans les 5 meilleurs au monde. Mais il y a aussi le passeur argentin qui est redoutable. C'est une belle équipe avec beaucoup d'ambition. Et nous, on va essayer de faire face à tout cela et d'être à la hauteur de l'événement. À Tours, on semble encore payer l'absence de Konechny, d'autant que Oleg Antonov n'a pas encore montré ce qu'on attend d'un joueur de son calibre. Bref, les enjeux sont clairs, si Tours gagne, Tours se relance sur tous les fronts. La défaite, elle, serait par contre catastrophique. Elle n'améliorerait en rien la confiance des Tourangeaux et au vu de la fragilité de l'effectif, le TVB serait contraint de se consacrer au championnat qui reste la priorité du club champion de France en titre. Et TVB Perugia, le match qui ne commencera pas dans quelques minutes puisqu'il est donc demain soir à 20h30. L'ouverture ce soir de la patinoire de Tours ce vendredi qui marquera l'inauguration du marché et des illuminations de Noël, une patinoire extérieure. Et c'est une première à Tours, installée place Anatole France tout près de la Grande Roue. Au total, il aura fallu 1,5 km de tuyaux à installer pour obtenir 500 mètres carrés de glace. 48 heures seront nécessaires pour que l'eau se transforme en glace et vous pourrez en profiter jusqu'au 2 janvier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Guillaume Bardon, le bâtonnier de Tours, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.